Il semble également que l'ensemble des images des cartes du tarot soient de distantes descendantes des archétypes de la transformation. Carl Gustav Jung. Hello et bienvenue sur Unique et Libre, le podcast dédié aux femmes hypersensibles qui osent montrer au monde leur lumière. Je m'appelle Jennifer et je t'accompagne à mieux comprendre ta sensibilité, à renouer avec la sagesse de ton corps et à booster ton estime. Ensemble, cheminons vers ton épanouissement, libérons les croyances qui te freinent et l'acceptation de toute ta singularité. Es-tu prête à plonger au cœur de ton être? Alors c'est parti! C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview. J'ai eu l'honneur et l'opportunité de partager une passionnante conversation avec Aline Delille, la créatrice de Vivre Intuitif. Elle pratique le tarot depuis plus de 20 ans et a formé des centaines de personnes. Aujourd'hui, Vivre Intuitif est un des sites les plus visités et les mieux référencés du monde tarologique francophone. Épris et formée sur la psychologie jungienne, c'est dans ce moment partagé qu'elle nous livre cette approche et son parcours. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Bonjour Aline, bienvenue sur Unique et Libre. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Merci d'avoir répondu à l'appel. J'ai très hâte sur le sujet qu'on va aborder aujourd'hui dans l'épisode. Mais avant ça, je vais te laisser te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais actuellement. Déjà, bonjour Jennifer, bonjour à tous les auditeurs et les auditrices de ton podcast, dont le nom est quand même absolument sublime, unique et libre. Parce que c'est quand même un peu le projet aussi dont on va parler finalement dans cet épisode. Hein, reconnaître son unicité et sa propre liberté. Et donc voilà, je suis absolument ravie de te retrouver aujourd'hui, Jennifer. Donc, je suis Aline Delille, la créatrice du site Vivre Intuitif. Il va peut-être vous dire quelque chose, chers auditeurs, si vous avez déjà tapé dans Google pour rechercher la signification d'une carte du tarot. Il est possible que vous ayez trouvé Vivre Intuitif. Donc, je suis tarologue, je suis aussi formatrice de tarot et depuis l'année dernière, je suis coach d'approche jungienne, ce qui me fait énormément plaisir parce que c'est voilà, une approche également dont on va parler aujourd'hui, qui me tient évidemment particulièrement à cœur. Et j'avais besoin d'ancrer ça, tu vois, dans un parcours et oui, dans une certification. Oh, super, tout ça. Est-ce que tu peux justement nous parler de ton parcours personnel et comment tu es arrivée au tarot et à l'approche jungienne? OK, très bien. Alors le tarot, tu vois, c'est quelque chose que je connais depuis, très longtemps parce qu'on me l'a mis entre les mains quand j'ai eu la chance de faire une partie de mes études supérieures aux États-Unis, sur un campus, américain, alors vraiment comme on voit dans les films, tu vois? Là, pour le coup, c'était vraiment ça et c'est mes copines à l'époque, voilà, qui manipulaient, des tarots et donc on m'a mis un tarot, dans les mains, tu vois, à ce moment-là, avec cette approche un peu finalement décomplexée de se dire, bah, on va regarder les cartes et puis on va essayer de deviner ou de diviner ce qu'elle pourrait bien vouloir nous dire. Et c'est vrai qu'à l'époque, bah, tu vois, c'était très orienté, est-ce qu'il va me rappeler? Est-ce qu'on va avoir nos examens? Donc c'était, oui, bien sûr, assez divinatoire et puis quand même assez ludique, tu vois. Donc je ne suis pas arrivée au tarot avec ce côté, il faut en savoir beaucoup et c'est très mystérieux et c'est très ésotérique, machin, nin nin nin. Oui, il y avait ce côté un peu révérencieux quand même, mais tu vois, j'ai l'impression d'avoir quand même eu cette chance. Et puis après, bah, l'outil, il est resté plus ou moins dans mon tiroir, quand je suis rentrée en France, je m'en servais un peu par phase, tu vois? Par phase. Et puis à un moment donné, ça a commencé à dérailler un peu au travail, en fait. Voilà, on a eu un énième, nouveau directeur et puis,
Voilà, il y avait ce fameux changement qu'il faut accompagner dans les entreprises, mais qu'on s'est pris vraiment de pleine face, avec une dimension de harcèlement moral aussi que j'ai subi. Alors ça, tu t'en aperçois au bout de quelques temps, tu vois, au bout de quelques années, mais donc ce qui fait qu'au début, bah, tu es un peu désemparé avec ta situation, tu sens qu'il y a quelque chose qui dérape, mais tu n'arrives pas à mettre des mots dessus. Alors tu ressors ton tarot, tu le sors de sa boîte et puis, voilà, tu essaies d'utiliser l'outil, bah, honnêtement, c'était un peu vraiment en mode guidance de la journée, genre: «Qu'est-ce qui va me tomber dessus aujourd'hui?» Tu vois? C'est quoi le la météo du jour, mais en mode, pourri quoi. C'est de la grêle, c'est de l'orage, tu vois? Et puis, bah, au fur et à mesure, cet outil, il a commencé vraiment à me passionner, quoi. C'est-à-dire que cette histoire de manipuler comme ça des bouts de papier sur lesquels il y a évidemment des symboles, des images, qui ne sont pas n'importe lesquelles, voilà, on va peut-être y revenir, un peu plus tard, et de se dire: «Mais mince, à chaque fois ça marche». Tu vois? À chaque fois, ça te dit quelque chose de moi, de ma peur du moment, de mon angoisse du moment, éventuellement de ma joie du moment, et en fait, ça m'aide vraiment ce truc. Mais comment ça marche? Tu vois? Et alors là, bah, tu fais, quelques recherches sur Google, clac, 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 et tu tombes sur le principe de synchronicité. OK, le tarot, ça fonctionne avec le principe de synchronicité, et ça, c'est un truc que monsieur Jung, Carl Gustav Jung, a théorisé. Est-ce que OK. est-ce que tu peux nous expliquer, par exemple, qu'est-ce que c'est, voilà, le principe de synchronicité avant qu'on explique qui est, Carl Gustav Jung? Oui, oui, bien sûr. Le principe de synchronicité, on en a tous déjà fait l'expérience, alors sans peut-être savoir, que ça s'appelle comme ça, mais nous, en tant qu'humains, on veut s'expliquer le monde, d'accord? Il faut que le monde, il y ait plus ou moins, des règles, hein. Tu vois? Si je fais un grand geste, sur ma bouteille d'eau, bah, boum, elle va tomber par terre. Il y aura une relation de cause à effet entre mon geste et la conséquence. Ce qui me permet de m'expliquer le monde, de prédire d'une certaine manière ce qui va se passer, d'avoir un sentiment de sécurité et de contrôle sur les choses. Donc ça, c'est voilà, c'est le le la cause et l'effet. Il y a aussi des choses qui se passent au même moment dans un espace-temps, qui ne sont pas liées par une cause et un effet. Là, on est en train d'enregistrer le podcast. S'il y a un accident au même moment dans ma rue, a priori, il y a pas de lien de cause à Mmh. effet entre, ce qu'on est en train de dire et ce qui se passe dans la rue. Maintenant, imaginons qu'au moment où l'accident se passe dans ma rue, on est en train de parler de la carte de la tour, qui nous parle, voilà, d'un choc, d'une disruption, voilà, d'un truc un peu disruptif qui peut arriver dans la vie. Ah ben mince alors! Juste au moment où on est en train toutes les 2 de parler de la tour, il y a un accident qui se produit dans ma rue. Alors là, si je fais un lien, non pas de cause à effet, c'est pas nous, dans notre discussion, qui avons causé l'accident. C'est pas non plus l'accident qui nous a amenés à parler de la tour. On était déjà en train d'en parler. Donc il y a pas de lien de cause à effet. Mais maintenant, si ma psyché, mon cerveau humain se dit: «Ah non, mais attends, c'est quand même absolument dingue, quoi. On était en train de parler de la tour, dans le podcast, machin, et bim, à ce moment-là, il y a un accident qui se passe. Et donc peut-être que ça dit de moi X ou Y, ou peut-être que là, quand même, c'est trop dingue pour être simplement une coïncidence et je viens y mettre du sens». Parce que peut-être qu'en ce moment, justement, j'ai peur d'une disruption dans ma vie, où je me sens moi-même au bord de la rupture, au bord de la crise de nerfs, tu vois? Et donc, je vais vivre cette coïncidence
comme une synchronicité parce que je vais venir y mettre du sens dessus. Voilà, c'est le sens qu'on met sur la conjonction des événements qui fait la synchronicité. Ouais. Et alors, pourquoi on dit que le principe de synchronicité, il est à l'œuvre dans le tarot? Parce que on mélange nos cartes, on les tire au hasard, et à chaque fois, on a l'impression pourtant qu'elles renvoient à quelque chose de notre paysage intérieur. Donc, il y a bien un élément dans le monde matériel à l'extérieur de ce qui se passe dans ma tête, qui pourtant vient, comme par rétropédalage en fait, me permettre de venir identifier des contenus psychiques activés à l'instant T dans mon jardin intérieur. Et c'est en ça qu'on peut dire que le tarot est une machine à synchronicité. C'est pas Oui. obligé d'attendre qu'il y ait un accident dans la rue, tu vois, pour, heu, pour explorer en fait. Oui. Ouais, et puis je pense qu'au final, on a tous vécu, ces moments-là. Est-ce qu'on pourrait dire des fois, on pense à un sujet ou on pense à quelqu'un et des fois tu as l'appel, tu as sur ton téléphone, de la personne ou, quelque chose que tu recherchais depuis un petit moment et tu trouves un peu cette réponse ou, ce sens aussi même dans nos propres, situations, hein? Mais oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est exactement ça une synchronicité. C'est comme, tu vois, si on est un petit poussé sur notre cheminement vers nous-mêmes et vers plus de complétude, bah, une synchronicité, c'est un petit caillou qu'on trouve en fait. C'est un panneau indicateur. C'est, ben, voilà, ouais, tu dans la bonne direction. Et c'est pour ça que c'est totalement magique et que et c'est comme une bénédiction, en fait, d'une certaine manière. Oui. Et donc c'est donc cette approche jungienne, donc là, on pourra après par la suite, expliquer qui il est, mais j'aimerais bien, revenir justement, comme tu disais sur ton parcours. Donc voilà, c'est le tarot qui a eu ce principe, de synchronicité et donc c'est à partir de là où tu t'es intéressée justement à Carl Gustav Jung? Voilà, exactement, c'est ça. C'est voilà, ma porte d'entrée, ça a été ce principe de synchronicité et voilà, de comprendre comment ça fonctionne, OK, très bien. Mais la pensée de Jung, elle est vaste, hein. C'est c'est un grand rhizome, comme ça, qui s'étend et qui connecte, en fait, tout un tas de choses, hem, à la fois sur notre fonctionnement psychologique en tant qu'homme, en tant que femme, mais qui nous relie aussi, et je pense que c'est ça la vraie originalité de sa pensée, c'est qu'il a voulu rendre compte de notre besoin de sens dans la vie et donc de cette dimension quelque part spirituelle qu'on cherche dans notre existence. Ce qui n'est pas le cas, de tous les psychologues et qui n'était pas le cas de Freud, son mentor dans un premier temps, et raison enfin, un des points de dissension en fait qu'ils ont eu, l'un et l'autre, sur cette, oui, sur cette dimension spirituelle de l'existence et quelque part la l'articulation entre l'humain et le divin. Alors c'est un vaste sujet, hein, mais voilà, la pensée de Jung, elle englobe ça aussi et et je pense que c'est ça qui a parlé au plus profond de moi-même et peut-être dirons-nous, à mon âme. Et puis après dans mon parcours, alors ça s'est mal fini cette histoire de harcèlement moral au travail. J'en ris maintenant, mais Oui, sur le moment, sur le moment, c'était pas drôle du tout. Puis j'en ris là avec toi, hein, mais bon, hem
Non, non, ça s'est fini voilà, par un licenciement pour inaptitude qui a été dramatique parce que j'ai perdu une telle partie de mon identité. Quand j'ai perdu mon identité professionnelle, j'ai perdu une telle partie de mon identité, une telle partie d'estime de moi, de confiance en soi. Enfin, bon, ça a été une pente quand même assez difficile à remonter professionnellement parlant, on va dire. Mais encore une fois, le tarot et tout ce cheminement m'a beaucoup aidée. Et puis en 2019, j'étais licenciée en 2020. Donc c'était juste l'année d'avant, hein. Ça s'est vraiment télescopé tout ça. Il y a dans mon parcours une autre rupture, un autre moment tour qui fait qu'il y avait un avant et un après. J'ai été diagnostiquée par hasard avec une maladie rénale génétique. Alors, j'avais 50% de chances de l'avoir, en fait, avec ma mère qui était porteuse de cette maladie. Et pourtant, tu vois, j'ai été diagnostiquée par hasard sur un IRM lombaire qui n'avait rien à voir avec les reins. Et là, si tu veux, alors déjà, bon, tu te prends dans la figure cette histoire de maladie, hein, donc déjà, ça c'est. Bon, voilà, ok. Mais en plus, je me rends compte que j'ai toujours été porteuse de ce truc-là, que dans ma famille, on n'en a pas franchement parlé, on m'a jamais dit ah bah t'as 50% de chance de l'avoir, tu vois. Et que finalement, c'était un truc qu'on a mis sous le tapis, quoi, tu vois, qui est resté entre guillemets secret. Et à ce moment-là, les membres de ma famille qui ont eu cette maladie sont décédés, y compris ma mère. Alors, elle n'est pas décédée de ça, mais n'empêche que voilà, je ne peux pas me retourner vers elle et lui dire pourquoi on n'a jamais fait des démarches avant et pourquoi tu savais, toi, que j'avais 50% de chance de l'avoir et machin bidule. Et mon médecin généraliste qui me connaissait depuis que j'avais 6 ans, il était parti à la retraite, mais genre 10 jours avant, quoi. Donc, j'ai même pas pu aller le voir lui non plus, en demandant des explications, en disant mais attendez, vous n'aviez pas une obligation à partir de mes 18 ans de m'informer que peut-être j'étais porteuse d'un truc, parce que vous le saviez en tant que médecin. Donc, tu vois, ça fait quand même un peu beaucoup à gérer, hein, Ouais. voilà. Mais ça m'a permis quelque chose qui ne serait jamais arrivé sans cette maladie et cette révélation et ce truc qui s'est passé comme ça. Ça m'a permis de descendre dans mon corps. Ouais. Est-ce que ça te parle, cette expression, Ouais, bien Jennifer? sûr. Ouais? Oui. Et je pense Mmh. que ça doit parler aussi aux auditeurs. Parce que tu vois, dans ma vie d'adulte, j'ai été quelqu'un qui prenait pas vraiment soin d'elle. J'étais soit en phase de prise de poids ou de perte de poids, tu vois, par rapport à mon corps. J'étais obèse, en fait, dans ma vie d'adulte. Donc je mangeais trop, je buvais trop aussi. Donc pour tout un tas de raisons liées à de l'anxiété, du stress et puis aussi beaucoup d'anxiété, existentielle, je pense. Et hem et donc là, quelque part, tu es mis au pied du mur, quoi. Tu vois, ce corps que tu voulais ignorer, tu as une bombe à retardement maintenant dedans. Parce que mes reins, ils vont lâcher, ce qui veut dire qu'à moyen terme, semi-long terme, espérons, je serai dialysée et j'aurai besoin d'une greffe. Bon, alors ça, ce sera aussi encore une autre carte tour qui m'arrivera, tu vois, à ce moment-là. Bon, voilà, je la vois arriver et OK, hein. Et donc là, tu peux plus faire l'économie. Enfin, si, j'aurais pu continuer à faire l'économie, mais j'aurais continué à me dégrader tout en sachant que j'accélérais encore un processus, tu vois,
d'ajouter la difficulté à la difficulté, quoi. Donc, Mmh. donc non, donc là, c'est un peu un moment, après la tour, tu vois, c'est un peu un moment jugement, quoi. Ouais, et qu'est-ce qui a fait le déclic, en fait? Ben, écoute, qu'est-ce qui a fait le déclic? Est-ce qu'il y a eu quelque chose, au fond de toi qui a dit, «Bah, ça peut pas continuer comme ça, voilà, si je continue, en fait, je vais peut-être, avoir beaucoup de mal à remonter ou rester justement dans une période, très sombre, et souffrante au final, hein, de ma vie». Ah oui, oui, complètement, complètement. Et ben, écoute, je crois que le déclic, ça a été de me dire, mais pas consciemment vraiment, hein, Mmh. heu, allez, permission de m'aimer, en fait. Tu vois? Permission de me faire du bien, mais pas en buvant ou en mangeant trop, parce que ça, c'est de l'anesthésie, en fait. Donc permission de c'est comme si la souffrance de ne pas se permettre de vivre était devenue plus grande que la souffrance que je cherchais à anesthésier par la bouffe Ouais. et boire trop, tu vois? Mmh. Et la balance, elle s'est C'est inversée, fait. quoi. Elle Ouais, s'est et inversée. et donc là, tu as commencé après, à créer, à te lancer un peu plus dans le blogging, à créer, à parler du tarot, Alors ça tout ça, avait déjà c'est commencé en 2017. Ça, ouais. j'avais commencé Vivre Intuitif en 2017. Justement, quand au travail, ça commençait à devenir vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Parce que j'ai ressenti ce besoin d'aller vers le tarot, d'avoir une béquille, un outil, quelque chose pour me dire non, non, mais en fait, la vie, c'est plus large que ce merdier travail. Mmh mh. Mais parce que ça te pompe en fait toute ton énergie psychique, enfin tout part là-dedans, quoi. Donc Bien sûr. c'est comme s'il y avait quand même quelque chose en moi qui me disait: «Non mais Aline, dézoome», tu vois? Mais sauf que j'y arrivais pas, mais enfin ou partiellement, tu vois? Mais non mais dézoome, dézoome, il y a autre chose, il y a d'autres chemins, il y a d'autres possibilités. Et puis après, effectivement, oui, à partir du moment où j'ai été licenciée, donc ça, c'était en juillet 2020. Oui, voilà, j'ai pu vraiment m'y consacrer complètement. Mais d'abord, cette reconstruction, hein, de mon identité professionnelle. Et d'ailleurs, les premières formations que j'ai données, c'était complètement confidentiel. Tu vois, il y avait 5 personnes. Je voulais pas prendre beaucoup de place. J'avais perdu confiance en moi, alors que j'avais été dans la formation pour adultes, toute ma vie, hein. Mais, ah là là, je me rappelle encore très bien de ce groupe, hein. Il y avait Sophie, il y avait Valérie, ah là là, et c'est ça qui m'a sauvée aussi, tu vois? De, Ouais. voilà, cinq personnes qui avaient envie de, tu vois, de faire du tarot avec moi. Oui, Voilà, on tout sent simplement. on ressent ton émotion dans ce que tu as vécu dans ton parcours aussi et de ce que ça a déclenché donc ça a été le début d'une, transformation personnelle et professionnelle, hein, également. Donc peut-être avant d'aller, plus loin, est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur, Carl, Gustav Jung qui parle justement aussi, hein, de la transformation, même s'il y met un autre mot. Oui, 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 alors c'est vrai que lui, il parlerait plutôt, d'individuation. Alors, Jung était donc un psychologue
on pourrait dire aussi psychiatre, parce qu'en réalité, à l'époque, c'était un peu la même profession, quoi. Donc, à la même époque que Freud, bien que Jung était plus jeune et était d'ailleurs même pressenti pour prendre la relève, en fait, hein. Après Jung, il y a vraiment eu une époque où Freud le voyait comme son, j'ai presque envie de dire son fils spirituel, comme la relève, quoi. Voilà. Comme celui qui allait lui succéder et continuer son œuvre. Et en fait, tous les deux travaillent alors avec des populations quand même très différentes. Parce que Freud travaille donc plutôt avec des hommes et des femmes de la bourgeoisie viennoise, voilà, avec des problématiques un peu, entre guillemets, névrotiques, on va dire comme ça. Même si je pense qu'une partie des femmes qu'il a rencontrées avaient probablement subi beaucoup de traumas qu'il a peut-être pas, lui, réussi à bien identifier, mais bref. Tandis que Jung, lui, travaille avec des gens qui sont psychotiques. Il Tu peux travaille, expliquer la différence? oui, bah, les gens qui sont psychotiques, ce sont des gens, par exemple, qui seraient schizophrènes. Donc, ils sont sortis quelque part du réel, tu vois, avec du délire de persécution ou de la paranoïa, ou, voilà, des choses comme ça. Donc, c'est typiquement des gens qui vont se prendre pour Jésus, par exemple. Ou, enfin, là, c'est vraiment un cas extrême, mais lui, il travaillait avec des gens qui étaient atteints de psychose, entre guillemets, un peu extrême. Oui. Parce qu'en plus, à l'époque, il n'y avait pas les antipsychotiques comme maintenant. Donc, voilà, des gens qui sont dans une forme de délire. Et donc Jung et Freud travaillent sur l'inconscient. Ils ont bien compris qu'il y a tout un iceberg là qui nous habite et qui tire un certain nombre de ficelles par rapport à nos comportements, par rapport à nos pensées, par rapport à ce discours interne qu'on peut avoir sur nous-mêmes. Mais Jung, qui observe ces patients psychotiques, qui leur parle, qui les fait dessiner, etc., il se dit, mais tiens, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Je ne sais pas si c'est dit c'est marrant, mais il se dit, tiens, ça m'interpelle. Il y a des motifs, il y a des schémas qui sont communs dans leur délire. Là, on aurait pu imaginer qu'un délire, voilà, et d'ailleurs, le délire a ce côté foisonnant, ça part un peu dans tous les sens, etc. Machin. Ok, certes, mais il voit des structures communes. Et c'est ça qui le fait théoriser son idée de l'inconscient collectif et des archétypes. Idée qui irradie aussi dans la pratique du tarot, parce que quand tu cherches un petit peu à droite ou à gauche comment ça fonctionne le tarot, tu tombes sur le principe de synchronicité d'une part, et tu tombes sur la notion d'archétype d'autre part. Notion qu'on doit donc aussi à Carl Gustav Jung. D'accord. Est-ce que, je pense que la réponse est déjà oui, mais j'aimerais aussi avoir ton point de vue, même si tu l'as déjà quand même un petit peu exprimé, parce que quelque part, il a révolutionné, on peut dire, hein, le domaine de la psychiatrie, de la psychologie à l'époque. Alors, non seulement il l'a révolutionné, mais a- enfin, je pense que sans lui, tout le courant de la psychologie humaniste qui va arriver derrière, alors avec des psychanalystes peut-être déjà moins rigides comme Winnicott, avec vraiment l'approche humaniste derrière de Carl Rogers, une personne comme Abraham Maslow, je pense que sans Jung, c'est pas possible en fait. Donc c'est en ce sens aussi qu'il est révolutionnaire, parce que il met le patient, ou on va dire la personne, et son vécu intérieur, ces images intérieures, cette espèce de, ce que lui, il appelle le mythe personnel,
notre espèce de panthéon comme ça intérieur, il met ça vraiment au centre du processus. Et, et il donne l'autorisation de porter un regard de curiosité là-dessus, en fait. Donc, c'est pas un regard de jugement, c'est pas un regard de critique, c'est même pas à la limite un regard médical, Oui. c'est un regard de curiosité. De curiosité. Pourquoi est-ce que je pense ça? Pourquoi est-ce que je ressens ça? Oui. Pour, peut-être, amener, plus d'acceptation dans notre, humanité? Alors, plus d'acceptation, oui. Ah bah oui, complètement. C'est totalement le projet jungien. Le projet jungien, c'est déjà de remarquer. La première étape, c'est de remarquer. Ah tiens, je bois trop. Bon, je l'ai remarqué pendant longtemps, hein, mais moi, je l'ai remarqué. Tu vois? Bon, remarquer le truc. Et puis, comme je le disais, poser un regard de curiosité là-dessus. Alors, ce que j'ai pas fait pendant hyper longtemps, parce que hyper douloureux. Tu vois? Ça me ça me mettait la honte, en fait, ce comportement. J'avais énormément honte de moi. Donc, bah, tu regardes pas, tu vois? Tu veux pas regarder, mais puis en même temps, bah, tu continues à faire le truc parce qu'en plus, il y a une dimension, addictive, donc, bref. Donc remarquer, poser ce regard de curiosité et tirer sur le fil, petit à petit, voilà. Et donc ça permet de découvrir des choses de soi, de rendre l'inconscient conscient, hein, grand projet, jungien évidemment. Et si on ne le fait pas, eh bien, les choses nous arriveront de l'extérieur et on appellera ça un destin. Je sais que tu as fait un épisode sur cette citation. Oui. Et hem et donc voilà, tirer sur le fil et petit à petit rendre l'inconscient conscient, c'est-à-dire augmenter sa part de conscience sur soi-même et sur ses fonctionnements et donc gagner en liberté, Oui. Mmh. gagner en acceptation, comme tu l'as dit, parce que finalement, c'est aussi se comprendre et se voir comme quelqu'un de profondément humain avec, bah, ses failles et ses, j'allais dire problème, mais non, 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 problème n'est pas un mot jungien. Mmh. Avec ses zones de croissance, tu vois, plutôt. Oui. Hem et oui, l'accepter fondamentalement et peut-être même apprendre à l'aimer, Ouais. tu vois? Apprendre à nous aimer dans notre pluralité. Long et grand projet. Ah, c'est un projet de toute une vie, hein, c'est Bien sûr, bien sûr. Mmh. Mais c'est vrai que ça amène plus de liberté et puis de je pense de choix aussi, lorsque l'on sait, voilà, quand il y a des pardons, quand on a des fois certains comportements, on a plus cette capacité aussi, on va dire, cognitive de dire: «Bon, bah, voilà, j'agis de cette façon. Est-ce que je peux choisir différemment?» Soit pour arrêter de subir ou pour, changer un comportement, ou, même, lorsque ça peut être aussi un projet, hein. C'est pas forcément toujours quelque chose, de douloureux ou difficile, hein, je suppose, hein, donc hem et dans ce processus que tu disais sur l'individuation, donc qu'est-ce que au final, qu'est-ce que c'est? Heu, qu'est-ce que ça voudrait dire? alors, si on prend la définition un peu, tu vois, livresque, bah, l'individuation, c'est ça, c'est rendre l'inconscient conscient.
Donc, c'est gagner en conscience, gagner en connaissance de soi. Voilà. Apprendre à se connaître, faire connaissance avec soi. Parce que dans la pensée de Jung, l'inconscient et donc cette instance qui est l'ombre, hein, parce qu'une des instances dans la cartographie de la psyché, une des instances très importantes qui fait partie de l'inconscient, c'est l'ombre. Et parfois, Jung a dit l'ombre, c'est l'entièreté de l'inconscient, ou l'inconscient, c'est l'entièreté de l'ombre. Oui, non ou pas. Bon, bref. C'est comme un autre qui m'habite à l'intérieur. D'accord? Donc, on ne doit pas sous-estimer sa capacité à me piloter de l'intérieur, alors qu'une autre instance de ma psyché, qui est mon ego conscience, tu vois, je pense donc je suis, Descartes, tu vois, mon Descartes intérieur, lui, il pense que c'est lui le chef d'orchestre. Et que c'est lui qui décide et qui arbitre et nanana, et donc je vais dans la bonne direction parce que moi, voilà, monsieur Ego ou madame Ego, j'ai dit que je pense que nanana. Mais ça, c'est un leurre total et absolu. Celui ou celle qui pilote de l'intérieur, c'est des forces telluriques, tu vois, c'est des forces. Et quand je dis tellurique, c'est parce que voilà, c'est la force de l'océan, quoi. Tu vois, c'est ces vagues sous-marines là qui t'emportent les bateaux, hein, les gros paquebots là, tu parles, c'est qu'une miette par rapport à ces forces telluriques inconscientes donc, qui sont en réalité à la manœuvre. Oui. En grande partie à la manœuvre. Sauf que, comme leur nom l'indique, ah ben flûte, elles sont inconscientes. Donc, je ne peux pas les regarder directement. Je ne peux pas en prendre conscience comme ça dans un flash, hop, d'un seul coup, d'un seul. C'est pas possible. Et si on prend l'ombre, donc une de ces incarnations, on va dire, de ces forces telluriques là, son principe à l'ombre, c'est de systématiquement vouloir nous échapper. C'est de ne pas être vue. Hein, et c'est pour ça qu'elle porte de la honte et de la culpabilité. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'avais pas envie de regarder de près ma consommation d'alcool. Je savais qu'elle était problématique, mais j'avais pas envie de vraiment me pencher sur le sujet. Et donc voilà, ça veut t'échapper en permanence, en fait. Parce que c'est pas beau, c'est moche, c'est Quasimodo, c'est de l'excrément, c'est la matière noire des alchimistes, c'est voilà, c'est pas agréable, ça va pas flatter l'ego, pour le coup, l'ego conscience. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur c'est la matière noire des alchimistes. Parce que est-ce que quelque part de cette ombre-là n'est-elle pas faite aussi pour nous aider? Ah bah bien sûr, mais c'est ça qui est magnifique. C'est ça qui est magnifique. Parce que donc ce projet d'individuation, c'est de rendre l'inconscient conscient. Donc se poser devant des manifestations de l'inconscient qui peuvent être des synchronicités, des lapsus, des symptômes, des rêves, évidemment, de l'imagination active, des choses qu'on écrit, des choses qu'on peint, et des manifestations donc de l'ombre, voilà, et là-dedans, dans tout ça, il y a déjà l'or des alchimistes. Il y a déjà la pépite d'or, elle est là, elle est déjà là dans la matière noire. Hein, si je m'y intéresse et que voilà, comme un potier, là, je commence à travailler ma matière. Je commence à travailler ma matière. Et absolument, la pépite, elle est déjà là.
Et la promesse, quelque part, la promesse jungienne, d'une certaine manière, c'est de dire, si tu t'intéresses à ta matière noire et si tu rends l'inconscient conscient, tu ne pourras que trouver ta pépite intérieure. Parce qu'elle est là, tu es né avec. Et c'est presque ton droit d'humain d'aller chercher ta pépite. Et ta pépite est unique de personne en personne. Encore une fois, unique et libre. Enfin, c'est tellement beau le nom de ton podcast. C'est tellement exactement ce qu'on est en train de se raconter, quoi. Ouais. Et oui, et la pépite est là. Et donc, le travail d'individuation, ça devient élaborer cette pépite. Ces pépites, parce qu'on pourrait même dire qu'il y en a plusieurs, et aller les rechercher, aller les excaver, tu vois. Parce que, encore une fois, la pépite est là depuis ma naissance. Et non seulement ça, et c'est ce qui est magnifique dans la pensée de Jung, et c'est là qu'on en arrive à cette dimension spirituelle, c'est que la pépite m'appelle. Ça alors, la pépite m'appelle. C'est-à-dire qu'elle est déjà, tu vois, quelque part dans le futur, et elle m'attire vers elle. Si je me laisse faire, tu vois, un minimum. Si je me laisse un peu porter. Si je lâche prise, comme on dit, tu vois, dans tous ces espaces de développement personnel. Là, d'ailleurs, des fois, ça m'énerve un peu parce que qu'est-ce qu'on veut dire en fait par lâcher prise? Lâcher prise sur quoi? Pour faire quoi? Machin. Mais là, ça prend du sens. Parce que la pépite, elle, et c'est comme une étincelle de divin en fait en soi, elle sait qui elle est. Elle sait ce qui veut émerger de moi. Elle m'attire comme un champ d'attraction, tu vois, vers ça. Mais si je ne me laisse pas emporter par ce mouvement et si je ne suis pas à l'écoute intérieure de ce mouvement, je ne peux pas m'en rendre compte. Oui. Et moi, j'ai bu pendant des années et du coup, ça m'a brouillé. Ça m'a brouillé mon radar. Je ne pouvais pas m'en rendre compte. Tu vois? Et peut-être aussi que j'ai bu parce que je ne voulais pas m'en rendre compte de ce Bien vers sûr. quoi je pouvais être appelée, tu vois, de ce qui voulait émerger en moi. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'explique ma surconsommation, tu vois, Oui. aujourd'hui, que ce soit d'alcool ou de nourriture d'ailleurs, parce que voilà, fallait se remplir, il fallait s'anesthésier d'une certaine manière. Mais quand on s'anesthésie, on ne peut pas entendre la trompette du jugement. Oui. Tu vois, si on le dit en langage tarot. Oui. Et donc ça, voilà, ça c'est l'individuation Oui. au sens un peu spirituel, un peu mission de vie, etc. Et écouter ce truc-là, et après se mettre comment dire, en alignement par rapport à ça. Oui. Et cette pépite, cette individuation, elle n'est pas forcément devenir riche et célèbre. Ah non, pas du tout. Ah bah non, ah bah pas du tout. Ah bah non. Devenir riche et célèbre, c'est même plutôt des buts de l'ego, ça. Parce que socialement, c'est reconnu. En fait, il y a un test assez simple, enfin assez simple, oui, pour se dire, tiens, est-ce que c'est l'ego qui a envie d'un truc ou est-ce que c'est la pépite qui m'attire? C'est-à-dire le soi, avec un S majuscule, hein. Dans la cartographie jungienne, cette instance-là, on a parlé de l'ombre, on a parlé de l'ego, cette instance-là qui est au cœur de la pépite et qui m'attire vers cette pépite, cette complétude, c'est le soi. C'est ce que Jung appelle le soi et qu'on écrit avec un S majuscule pour le distinguer de
confiance en soi et tu vois, d'autres usages du terme soi. Mince, et du coup, j'ai perdu complètement ce que j'étais en train de dire. La différence ou cet appel, par exemple, devenir riche et célèbre, Oui, bien sûr, est-ce oui, que oui, ça vient de l'ego et de soi, tout en soulignant aussi, parce que après, des fois, on peut avoir aussi une mauvaise vision de ça et se dire oui, bah, c'est mauvais. Enfin, je veux dire, il n'y a rien aussi de mal, entre guillemets, si par exemple tu sens à l'intérieur de toi que c'est quelque chose qui t'anime ou enfin voilà, je pense qu'il y a aussi des très bons acteurs qui sont aussi célèbres et voilà, et qui ont quelque chose qui n'est pas égotique, Ah oui, qui bien n'est pas sûr. mauvais. Oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui, oui, Tu vois ce évidemment, que je veux évidemment qu'on peut dire? rencontrer le succès sur son vrai chemin d'individuation. Ouais. Ben oui, ah oui, oui, oui. Le... L'idée, c'est de se dire, est-ce que si personne ne me regardait et si personne ne le savait, est-ce que je le ferais quand même? Voilà. Ça, c'est l'appel de la pépite. Ça, c'est l'appel de la pépite. Alors, encore une fois, parce qu'on est humain et qu'on est complexe, c'est jamais aussi simple. On va prendre un exemple. J'ai un ami qui adore écrire. Il aime écrire. Moi, je suis absolument et intimement persuadée que cet appel à l'écriture, c'est son soi, tu vois, c'est sa pépite qui l'appelle. Ok. Bon, je ne lui dis pas ça en ces termes-là, mais moi, j'en reste absolument persuadée. Vu de l'extérieur, pour moi, ça paraît vraiment être ça. Et il a tout un discours vis-à-vis de lui-même, hein. Ah ouais, mais écrire, c'est pas être productif. Ah ouais, mais écrire, mais de toute façon, les histoires et est-ce que ce que j'ai à dire, c'est vraiment si intéressant que ça? Est-ce que, quelque part, si c'est pour écrire un truc, mais ne pas en faire un livre et ne pas le publier et pas potentiellement gagner peut-être un peu d'argent avec, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Tu vois? Et ben là, je trouve qu'on voit bien l'appel de la pépite d'un côté, qui est cette envie presque irrépressible de se mettre à l'écriture, et en face, l'ego qui freine des cas de fer. Avec tout un discours autour de oui, mais non, mais en fait, tu mérites pas de prendre ce temps-là pour toi-même parce que c'est pas productif, gna gna gna, gna 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 gna. Et donc, il est complètement en fait aux prises de cette tension. Voilà, de ces 2 trucs qui tiraillent dans un sens et dans l'autre. Et cette tension-là, elle est aussi au cœur de la pensée de Jung et c'est de ce type de tension psychique que peut émaner véritablement, si on se voilà, si on s'interroge, si on est curieux, voilà, par rapport à ça, c'est de là que peut, émerger une espèce de, tu vois, troisième possibilité. Parce que ce qui est intéressant, en fait, dans son exemple et des fois je lui dis, enfin, je lui demande: «Et bah, quand tu t'assois pour écrire, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Qu'est-ce que ça te fait?» Tu vois? Juste pour éveiller comme ça ce premier moment dont on parlait tout à l'heure, de voilà, prendre conscience, essayer de, tu vois, rentrer en contact avec, ce matériau, inconscient là. Parce que dans sa résistance à l'écriture, il y a de l'inconscient au travail là. Ouais. Mais qu'est-ce que ça veut raconter? Qu'est-ce que ça veut dire cette résistance? Parce qu'on ne pourra pas faire contre la résistance. On ne peut pas. On a dit tout à l'heure, c'est tellurique. C'est le mouvement océanique. Ça va te prendre les bateaux et te les retourner en deux-deux là. Donc, on doit faire avec. On ne peut pas faire autrement. Alors, posons un regard.
Ouais, de curiosité autour de ça. Pourquoi est-ce que j'ai tellement envie d'écrire et que je me retrouve dans des comportements de procrastination, de regarder YouTube à la place, ou quand je m'assois devant mon ordinateur, tout ce que je ressens, c'est du bloqué. C'est ce qu'il me dit. Il me dit, j'ai l'impression qu'il faut que je passe un bouclier. Alors, tu vois un peu le combat interne, quoi. Ouais. Mmh. Mais c'est génial de s'interroger là-dessus. Oui. Et de En tout cas, pourquoi pas oui. tirer quelques cartes, tu vois, tiens les Ouais. cartes, qui Qu'est-ce que représentent, ça veut dire? voilà la force qui résiste et les cartes qui représentent, la force qui veut écrire. Ouais. Et justement, pour en revenir, sur le tarot, parce que maintenant tu fais, du tarot archétypal ou jungien, pour quelqu'un justement qui ne connaît pas cette approche, comment on pourrait, la définir? Même si là, tu viens quand même de le faire, dans un peu le tirage, comment il pourrait être, positionné? Parce que c'est complètement différent, qu'un tarot, on va dire, comme on a dit, divinatoire ou autre. Est-ce que c'est dans, le le tirage que tu vas créer, mais aussi bien entendu dans l'échange que tu vas avoir avec, le consultant? Ah bah, j'ai envie de dire, c'est même surtout dans l'échange, en fait. C'est même surtout dans l'échange et j'en suis arrivée à totalement laisser la personne avec son jeu, de son côté de l'écran, tu vois? À tirer ses propres cartes et à commencer à me raconter à moi l'histoire de ce que ça peut être en train de dire, tu vois? Parce que encore une fois, si on part de ce principe de synchronicité, de les cartes devant moi disent quelque chose de mon paysage intérieur, alors commence par me parler de ce que ça t'évoque. Oui, Et c'est comme ça, en fait, que la discussion commence et démarre. oui, C'est vraiment la personne qui est au cœur de son tirage et au cœur de son interprétation. Et puis moi, bah, j'écoute, tu vois. Puis alors, j'écoute avec mes oreilles de Jungien, entre guillemets. Et puis de temps en temps, bah, j'entends un truc, j'entends une image, tu vois, comme quand mon ami me dit ah ouais, quand je suis devant mon ordinateur, c'est comme si il y avait un bouclier qui se mettait, et écrire pour moi, c'est transpercer ce bouclier. Typiquement, le genre de phrase qui pourrait venir à quelqu'un quand ils vont regarder telle ou telle carte du tarot, tu vois. Euh, et donc, ça va m'interpeller, tu vois. Une image comme ça va forcément m'interpeller. Et donc, je vais attraper cette image au vol et je vais demander à la personne de m'en dire plus, en fait, sur cette image. Mais voilà, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Voilà. Parce que je pense qu'on est habité par des images et des symboles et que, et que ces images et ces symboles, quand on arrive à mettre des mots dessus, ça nous permet de nous exprimer sur ce fameux paysage intérieur et qui, encore une fois, est inconscient. oui. Et du coup, comment, ces images, ces symboles, ces archétypes, pardon, aussi sur, la pensée, jungienne, elles se manifestent justement, dans le tarot? Ah, ça, c'est une vaste question que tu me poses là. On a donné par exemple, tu as dit tout au début, oui, on pourra revenir, sur, une carte. Par exemple, si on devait prendre, une arcane, du tarot, on va peut-être, prendre une arcane, majeure justement dans tout ce côté archétypal et symbolique. Avec la pensée jungienne, selon toi, comment elle se manifesterait dans le tarot? Si tu devais en prendre une comme ça au hasard, Eh ben, écoute, voilà, j'ai mon paquet de cartes à côté de moi et j'ai le diable qui est sur le haut de la pile. Alors, par synchronicité, parlons du diable, n'est-ce pas? Oui. En fait, non, ça tombe hyper bien.
C'est pas tellement une synchronicité, c'est un hasard heureux, ça. Ça tombe hyper bien, la carte du diable, parce que tu vois, tout ce qu'on vient de dire sur l'individuation, sur aller vers la pépite, sur se laisser quelque part porter vers voilà, ce projet qui est à l'intérieur de moi depuis le départ, depuis ma naissance, mon unicité qui m'est vraiment propre et que je passe quelque part toute ma vie à décoder et à découvrir quand je suis comme ça en individuation. Donc ça, c'est le soi qui me tire. Et ben, tu vois, le diable, pour moi, ça représente la force inverse. Ça représente le boulet à mon pied qui m'interdit de me laisser porter vers ma pépite. Et donc, c'est pour ça que classiquement, on dit ah bah le diable, c'est le côté vraiment matériel de l'existence, c'est les addictions, c'est les compulsions, voilà, ce genre de choses. Et puis, c'est aussi un enchaînement, s'enchaîner soi à des choses qui vont pas dans le sens, entre guillemets, de l'individuation. Et notamment, peut-être des projets de être connu ou écrire vraiment le dernier roman qui va tout casser en termes de vente, etc. Mais ça, c'est pas ce que le soi il veut. Le soi, il veut que tu écrives. Le soi, il s'en fout du succès de librairie que ça va donner. Et donc, cette carte du diable, elle est absolument géniale. Et pourquoi d'ailleurs ça s'appelle le diable? Bah parce que si on considère que ce mouvement d'individuation nous rapproche de l'étincelle de divin qui est en nous, cette fameuse pépite, bah tout ce qui va être contre-productif à ce projet, c'est normal quelque part que ça s'appelle l'opposé, c'est-à-dire le diable. Tu vois? Et que ce soit noir, et que ce soit représenté par une espèce de sale bête, non, 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 non. Mais n'empêche que, dans ces freins qui viennent en grande partie, de l'ego, et ben, dans ces freins, il y a aussi des petits moteurs. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. La pépite, elle est contenue, dans l'ombre. C'est-à-dire que si je débrouille un petit peu intérieurement, ces freins et que je comprends pourquoi je m'auto-sabote ou je m'auto-freine, voilà, l'énergie va l'énergie de freinage va se transformer en énergie pour avancer, quoi, vers la manifestation du projet de la pépite. Ouais. Et quel est le lien du coup que toi tu vois entre le tarot et le processus d'individuation, pardon. Alors, le lien entre le tarot et le processus d'individuation, eh bien, c'est que une pratique, j'ai envie de dire, régulière, on dirait qu'on parle de sport, tu sais, ayez une pratique régulière du tarot. Mais c'est un peu ça, quoi. Si tu as une pratique régulière, tu vois, du tarot, eh bien, enfin, encore que, non, tu peux avoir la pratique que tu as envie, parce que tu pourrais avoir envie de te faire, par exemple, un tirage par mois ou des petits tirages tous les jours, enfin, j'en sais rien. Ce qui c'est une expérimentation, quoi. Puis il y a eu des phases dans ma vie où j'ai énormément tiré les cartes pour moi-même. En ce moment, je suis plutôt dans une phase où je les tire moins, tu vois. Voilà, il va y avoir des hauts et des bas, mais enfin différents mouvements. Mais l'idée, c'est que le tarot est un excellent moyen pour aller approcher, effleurer des petites bulles du paysage intérieur. Tu as ces petits trucs qui cherchent à remonter. Et ces freins qu'on met aussi en face.
Donc, ça permet de les identifier et ça permet de s'en parler, tu vois? Et rien que de mettre des mots là-dessus, parce que d'abord, on met des images. Alors, les images, c'est instinctuel, quoi. C'est instinctif, on les comprend tout de suite. Mais derrière, ça nous force à venir mettre des mots dessus. Un- Par exemple, tu vois, en consultation, on peut, s'il y a deux cartes qui se ressemblent un petit peu ou qui ont l'air de dire un peu la même chose, voilà. Mais est-ce que ça dit exactement la même chose? Ah bah oui, ah bah non, tu vois. Ça amène de la parole, ça amène de la nuance. Hein, on est obligé de s'exprimer sur ce qu'on arrive à sentir de son paysage intérieur. Et ben rien que ça fait avancer le schmilblick. Parce qu'avant de faire l'exercice, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de parole, on n'avait rien élaboré, on ne s'était pas posé la question. Voilà. Donc rien que le fait de se poser dans un cadre avec un début et une fin, tu vois, comme ça, c'est pas. On ne se dit pas tout de suite, ah mon Dieu, voilà, je vais être pris par je ne sais quel courant tellurique et jamais plus je ne reviendrai à ma réalité. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est safe quand même comme pratique. Hein, il y a un cadre, voilà. Mais rien que le fait de se... Et puis aussi de s'autoriser, parce que s'autoriser à faire ce truc qui sort un petit peu de l'ordinaire. Hein. Oh ben, je vais me tirer les cartes du tarot. Bah, dis ça à ta voisine, tu, tu vas voir sa réaction. Hein. Alors, soit elle est totalement dans le truc et il n'y a pas de souci, hein, soit le commun des mortels, il va dire, mais tout va bien là-haut, ça va? Ah oui, ça va. Mais oui, bien sûr que ça va. C'est parce que je me tire les cartes justement que ça va. Mais tu vois, il y a ce côté pas rationnel. C'est pas Descartes enfin, Descartes, le philosophe. Il n'y a pas ce côté rationnel quand on tire les cartes. Et c'est Ouais. ça qu'on cherche à approcher justement. Jung appelle ça l'abaissement du niveau mental. Il écrivait en allemand, mais cette phrase-là, il l'a eue en français. L'abaissement du niveau mental. Si j'abaisse mon niveau mental et que je me permets quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, je rentre dans un espace liminal. Je ne suis pas en train de faire des maths, de la littérature, je ne suis pas en train de traduire un texte de latin, je ne suis pas en train d'engager mon mental. Je viens vers autre chose. Je reviens vers quelque chose, quelque part, de plus archaïque même, de plus symbolique, qui va me connecter à l'intégralité de l'expérience humaine, ces fameux archétypes de l'inconscient collectif, en me mettant des dessins au hasard sous le nez. Bah oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ça va me raconter une histoire, et cette histoire va parler de moi. Eh ben, allons-y et voyons ce que ça raconte. Voyons ce que ça Ouais. raconte. Mmh. On rentre au final, on rentre dans le langage, voilà, de l'inconscient, quoi. On n'est plus dans ce côté, rationnel, logique, qu'on aime, beaucoup, aussi, avoir et puis, je le disais aussi même dans l'épisode sur, l'inconscient, il y avait quand même, déjà ces pratiques avec, le test de Rorschach où c'est les symboles. Voilà, donc je vois pas pourquoi aujourd'hui, même si, ça change quand même beaucoup, on voit, hein, quand même qu'il y a des thérapeutes, des psychologues, des coachs ou autres qui utilisent comme support justement le tarot, et puis je trouve qu'il y a aussi, quelque chose de plus, peut-être, pas moderne, mais alors intuitif aussi comme, ton blog, mais qui parle peut-être mieux qu'une tâche, d'encre, on va dire, qui on parle aussi peut-être pour certaines personnes, à l'inconscient. Mais c'est vrai qu'avec les cartes, même moi quand je proposais les ateliers collectifs, que ce soit en pas en individuel, en
présentiel ou en ligne. Et tu vois, je faisais déjà un tirage qui était collectif et des personnes qui ne connaissaient pas du tout le tarot, voilà, qui avaient même un peu d'a priori, un petit peu de peur, même par rapport à soi, qu'est-ce que ça va dire sur mon avenir alors que c'est pas du tout ça. Et ben, elles arrivent malgré tout à raconter, voilà, que ça me raconte une histoire, ah bah, ça me fait penser à ça et c'est là où je trouve que c'est, un outil, voilà, merveilleux au final, pour ça, quoi. Donc ça libère, oui, la parole et on Abs rentre, comme tu disais, dans la curiosité, quoi. Absolument, absolument, c'est exactement ça. Il y a ce côté effectivement extrêmement, intuitif. On voit une image immédiatement, ça provoque quelque chose, dans le corps et ça provoque, une histoire, des associations d'idées. On ne peut pas faire autrement que de mettre du sens quand on voit un truc. C'est le fonctionnement, de notre cerveau en fait qui est comme ça donc bah, voilà, utilisons-le et là où il y a comme un deuxième effet à la pratique du tarot, parce que là finalement on a décrit quelque chose qui fonctionnerait et d'ailleurs ça fonctionne. Faites le test chez vous, allez prendre les cartes Pokémon de vos enfants. Faites-vous un tirage avec des cartes Pokémon, vous verrez, ça marche aussi. On peut le faire avec des cartes Pokémon, on peut le faire avec, des cartes postales, on peut, voilà, on peut le faire Sûr. avec tout. Mais pourquoi ça marche mieux avec le tarot qu'avec un autre oracle ou avec les cartes Pokémon? Parce que le tarot, il a une structure, hein, avec les cartes majeures, les cartes mineures et cette structure, un petit peu comme, le système de l'astrologie avec, les signes, les constellations, les planètes et tout ça. Ce système, il est fini quoi, voilà. Il y a 78 cartes et il y en a pas une de plus et elles sont classées, voilà, dans différentes familles qui font référence à des champs de l'expérience humaine bien spécifiques. Les coupes, c'est plutôt les émotions, les deniers, c'est plutôt, le côté matériel. Les arcanes majeures, c'est ce fameux chemin d'individuation qui nous est raconté en 22 arcanes. Hem et donc le tarot a cette, puissance, à mon sens, qu'un oracle, entre guillemets, «lambda» n'a pas, parce qu'il a cette structure bien précise et donc après cette lecture intuitive, immédiate qu'on peut avoir, des cartes, avec souvent d'ailleurs ça va être un détail quoi, c'est: «Ah bah tiens, c'est marrant, c'est ce truc-là qui me parle aujourd'hui. Ah bah tiens, c'est fou ça, j'avais jamais vu ça avant!» C'est tu vois? Parce que ce jour-là, voilà, c'est ce détail qui accroche et qui parle. Mais il y a un deuxième niveau. Il y a ce niveau de qui est pas obligatoire. Il est pas obligatoire ce niveau. Mais purée, qu'est-ce qu'il est intéressant, quoi. C'est ce côté, connaissance un peu livresque et un peu «académique» entre guillemets, sur les différentes cartes du tarot et sur les différents archétypes que ça peut bien vouloir, représenter. La deuxième carte que je vois sur mon paquet, c'est celle des amoureux. Tu vois? C'est, Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Donc quelque part, il y a la figure archétypale du paradis perdu là-dedans. Oui. Hein? Cette histoire de il y a eu un avant, il y a eu un après, cette histoire qu'on a tous vécue. Une histoire archétypale, ça veut dire qu'elle est humaine, commune à toute, l'humanité et on va tous la vivre à un moment ou un autre de notre vie, qu'on soit, ici en France en 2026 ou en Chine au 8e siècle. Alors voilà, c'est ça, une histoire archétypale, une expérience archétypale. Bah, le paradis perdu. Qu'est-ce que ça m'évoque? C'est quoi mon paradis perdu? Est-ce que j'en ai un? Bon, voilà. Ou alors c'est plutôt l'ange que tu vas voir et cette idée de protection, ou cette idée d'union du masculin avec le féminin. Voilà et ça, voilà, c'est des connaissances, pardon, académiques ou livresques que tu vas pouvoir avoir sur telle ou telle carte
Et donc, du coup, tu vas pouvoir te demander, bah tiens, pourquoi aujourd'hui et dans le contexte de mon tirage, c'est cette situation archétypale-là que le tarot me demande de contempler. Parce que peut-être que de manière immédiate, ça va te dire, ah bah ouais, bah, ça va bien dans mon couple en ce moment, admettons. Ou, ah bah j'aimerais bien que ça aille aussi bien dans mon couple en ce moment. Admettons, tu vois? Premier niveau de lecture, voilà, super, on explore ça, patati patata, hein, nin nin. Et puis après, il y a cette espèce de niveau, bah oui, archétypal, on peut pas le dire vraiment autrement, quoi. OK, ça me fait penser au couple. OK, ça m'évoque le couple. Qu'est-ce que ça veut dire en ce moment dans ma vie? Voilà, comment je vis, mon couple? Est-ce que c'est important pour moi, d'être en couple? Qu'est-ce que je cherche dans mon couple? Est-ce qu'il y a un lien entre l'idée de couple et cette idée de paradis perdu qui est aussi contenue dans la carte des amoureux? Tu vois? Voilà. C'est un peu le deuxième effet, Ouais. Mmh. amplificateur. Voilà. En Mmh. langage jungien, ça s'appelle une amplification. Tu as cette image qui t'arrive et après tu peux aller chercher à l'amplifier en voyant comment de manière archétypale, ce truc-là se joue dans les mythes, dans les contes de fées, dans les films, dans les romans, peut-être même dans un poème. Voilà. Qu'est-ce qui est la dimension universelle à ce que je suis en train de vivre? Ouais. Et tu avais fait, d'ailleurs, hein, et moi j'avais adoré, hem, où tu avais pris des grands films connus, par exemple le Titanic, Le Père Noël est une ordure, pour justement faire cette analyse jungienne, et j'avais trouvé ça, heu, hyper intéressant, quoi. C'est, tu vois plus les choses, de la même manière. Il y a plein de films aussi, comme ça, qui ont une dimension vraiment, où ça parle justement de ce processus aussi d'individuation, où des fois ça met un peu plus en avant l'ombre ou, l'animal animus, enfin le soi, enfin voilà. Est-ce qu'on peut faire justement un petit crochet là sur, un des films, pour que les personnes voient aussi à quel point ça peut, nous aider et dans notre propre cheminement et éclairer aussi cette pensée jungienne? Ben oui, on va prendre Titanic parce que je pense que c'est un film qui parle absolument à tout le monde. Un film absolument génial à tellement d'égards. Alors déjà, dans un film, il y a un héros. Voilà. Et le processus d'individuation, c'est vraiment de se vivre comme le héros de sa propre vie. Hein. Et donc, en tant que héros de ma propre vie, je vais être confronté ou je vais vivre des expériences archétypales et je vais être drivé voilà, par des désirs et des envies qui sont communes aux autres hommes et qui sont archétypales. Alors déjà, qui est le héros dans le film Titanic? Il y en a qui te diraient, bah, c'est Jack le héros, hein, Leonardo DiCaprio, c'est lui le héros, tout ça, machin. Ah bah non, ah, mauvaise réponse. Le héros, c'est Rose, évidemment. Donc le héros, c'est une héroïne. Et qu'est-ce qui se passe? On voit très bien ce qui se passe en fait dans le film. Elle veut pas monter à bord, hein, le Titanic la ramène aux États-Unis où elle va devoir se marier avec son fiancé, rentrer dans les clous, patati patata avec sa mère qui lui met aussi une dose de loyauté familiale et de culpabilité sur le dos. Et elle, en fait, elle a déjà pas envie de ça. Donc elle a pas envie de se conformer à ce qui est attendu de sa famille d'origine et de sa communauté d'origine. Donc elle est déjà dans quelque chose qui ressemble à de l'individuation. L'individuation, c'est sortir du troupeau quelque part pour être un mouton unique et libre. On en revient toujours au nom de ton podcast, qui est absolument génial. Et donc elle monte quand même à bord du Titanic, hein, évidemment. C'est bon, bah, voilà, elle n'a pas le choix. Et là, le voyage d'individuation commence. Et qu'est-ce qui se passe? Elle rencontre Jack.
Alors, on pourrait se dire, oui, c'est une belle histoire romantique, et c'est une histoire amoureuse, et nanani, c'est beau, et ceci, cela. Oui, bien sûr, c'est tout ça. C'est tout ça. Mais si on veut en faire une lecture psychologique et une lecture jungienne, quand elle rencontre Jack, elle rencontre le masculin. Le masculin qu'elle a projeté à l'extérieur d'elle. Parce qu'elle en a peur à l'intérieur d'elle. Hein? Donc, elle le projette à l'extérieur et elle le voit en Jack. Et donc, sa relation avec Jack lui permet, en réalité, de reprendre ce feu intérieur, de reprendre son pouvoir intérieur, toutes ses qualités entre guillemets masculines, mais masculines au sens énergétique du terme, pas au sens les hommes sont mieux que les femmes. Non, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Donc elle récupère son pouvoir intérieur qu'elle a projeté à l'extérieur d'elle sur Jack, elle le récupère à l'intérieur, et là, elle fait son intégration, sa transformation, elle intègre réellement son pouvoir intérieur, et qu'est-ce qu'elle dit? Bah, en gros, elle dit merde à son fiancé, elle dit merde à sa mère, et ça lui coûte d'ailleurs de plus en plus cher. Parce qu'il y a évidemment tout ce contexte dramatique du bateau qui est en train de couler, etc. Et cette scène où on lui dit, mais non, monte avec nous dans le canot de sauvetage. C'est-à-dire, reviens dans les rangs, quoi. Hein, reviens au projet qu'on a pour toi de marier ce gars on va être sauvé et retourner aux États-Unis et tout le tralala. Et elle dit, non. Elle dit non, je continue à la recherche, à la poursuite de mon pouvoir personnel, donc incarné dans le personnage de Jack, et je vais sauver Jack. Mais en fait, c'est une partie d'elle-même qu'elle sauve. Hein, et donc, et ça, c'est immensément courageux. Ah ouais, parce qu'il faut du courage dans le chemin d'individuation. Il faut du courage. Il faut de l'endurance. Hein, ça, on n'en a pas beaucoup parlé, ça, aujourd'hui. Mais on a surtout parlé de se découvrir et les petites bubules et voilà, hop, de la curiosité, tout ça, machin. Mais quand les prises de conscience sont là, des fois, il faut agir. Et des fois, il faut agir avec courage et avec endurance. Oui. Et c'est ça qu'elle nous montre, Rose. Parce qu'à chaque fois que ça devient de plus en plus critique et que le bateau est de plus en plus en train de couler, elle en remet une couche. Elle dit non, je reste dans mon projet d'individuation. C'est ma voie. Je vais vers ma pépite, non d'une pipe. Donc elle met l'ego, c'est-à-dire voilà, son cerveau, son rationnel, son corps, ses ressources, tout, au service du projet du soi, au service de la pépite. Donc elle y arrive, hein, elle libère Jack. Et puis alors évidemment, à la fin, catastrophe, il coule. Enfin, elle est sur cette planche en bois, elle va être sauvée, mais Jack, lui, il décède dans les eaux glaciales de l'Atlantique. Mais évidemment, évidemment, il ne pouvait pas en être autrement. Il retourne dans les profondeurs de l'inconscient. Ça y est, son pouvoir intérieur, la transformation est faite. Cette transformation alchimique a eu lieu. Donc le symbole, la projection, elle peut repartir au sein de l'inconscient collectif. Tu vois, et Rose n'en a plus besoin. Et sur la toute fin du film, il y a ces images absolument géniales où on voit qu'elle a fait quoi? Elle a fait du cheval comme un homme. Ce qu'elle dit à un moment à Jack, je voudrais apprendre à faire du cheval comme un homme. Elle lui demande aussi, apprends-moi à cracher comme un homme, ce qui n'est pas du tout ladylike. Donc c'est bref. Elle fait du cheval comme un homme. Elle pilote un avion, ce qui pour l'époque est quand même plutôt assez génial. Elle devient actrice. Et l'image que je trouve la plus géniale, elle a pêché un espèce d'espadon ou je sais pas quoi là. Donc ce qui veut dire qu'elle est remontée en bateau. Donc elle n'a pas peur de l'eau, quoi. Elle n'a pas peur de remonter sur un bateau. Alors après avoir vécu Titanic, tu vois, je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont restés traumatisés.
Enfin bon, non, ouais, ce film est absolument génial. Ça raconte vraiment l'individuation où là, ce qui était demandé à Rose par ce qu'on pourrait dire le divin ou par son âme, c'était de récupérer son pouvoir intérieur. Voilà. Ouais, ouais. Merci pour ce beau résumé de ce film avec cette pensée voilà jungienne. Vraiment, j'aime beaucoup. Et justement, on approche aussi vers la fin là, du podcast. Il y a encore quelques questions. Et si on devait résumer le tarot dans une approche, en une phrase, pardon. Si on devait résumer le tarot en une phrase dans une perspective jungienne, qu'est-ce que tu dirais? Hum, c'est c'est compliqué comme question. Attends, je vais tirer une carte pour m'aider. Voilà, exactement. Voilà, qu'est-ce que dirait le tarot? Qu'est-ce que dirait le tarot Ah! Ah tiens, c'est marrant. J'ai tiré le cavalier de bâton. Ouais. Alors le cavalier de bâton, ben, c'est un personnage évidemment qui va de l'avant, il a son cheval pour ça et il est drivé justement par son feu intérieur. Alors, les bâtons, c'est bien ça quoi, le feu le feu intérieur et alors peut-être que ça revient à la question dont on a un peu parlé tout à l'heure. Est-ce que c'est mon ego qui veut? Est-ce que c'est mon soi qui veut? Et si c'est mon soi qui veut, est-ce que je vais réussir à mettre mon ego au service du soi? Ouais. Voilà. Et donc le tarot, je pense qu'il peut déjà nous aider à faire cette distinction, tu vois? Heu, faire cette distinction parce que mon ego, il a une utilité, il a évidemment sa fonction dans mon économie psychique, tu vois? C'est quand même le centre de pilotage, c'est le centre de commandement. Je peux rien faire sans lui. Mais je peux rien faire sans l'ombre non plus. Et faire quelque chose, ce serait, répondre à l'appel de la pépite. Ouais, mais Ouais. c'est quoi l'appel de la pépite? J'en sais rien, a priori, ce que c'est l'appel de la pépite, tu vois? Et l'idée, que le chêne est déjà contenu dans le gland. OK, c'est très beau, c'est génial, mais j'ai pas le pulse fini, moi. Je sais pas que je suis appelée à être un chêne. Tu comprends? Vous comprenez, chers auditeurs? Alors, de ma psyché vont émerger des petites, taches du pulse. Peut-être je vais avoir l'image racine, tu vois? Si l'idée c'est d'être un chêne, mais je sais pas, tu vois? Je sais pas que c'est un c'est comme une enquête de police, on sait pas qui a commis le crime, tu vois? Mais racine, ah tiens, racine, ça fait partie du truc. Alors bon, ça m'emmène vers le végétal et voilà, donc je vais peut-être être dans une phase à un moment donné de ma vie où je vais m'intéresser, à cette image de la racine et qu'est-ce que ça m'évoque et peut-être que je vais me mettre à jardiner, tu vois? Bon et puis un autre jour, j'aurai, écureuil. Alors ça va m'emmener vers autre chose. Pourquoi écureuil? Parce que le gland, le chêne, tu vois? Mais je sais pas que le projet c'est chêne. Je sais pas que la réponse c'est chêne. Donc bah, voilà, maintenant, ah bah, j'ai écureuil. Bah, qu'est-ce que je fais de ça, tu vois? Quel sens? J'essaye de mettre sur écureuil Bien sûr, ouais. et puis, bah, voilà, de fil en aiguille, on Mmh. avance, un peu comme ce cavalier de bâton là, vers ce projet. Mais j'ai bien besoin quand même de mon ego aussi quoi, parce que c'est mon ego Bien qui sûr. va, pourquoi pas dédier du temps, de la ressource à faire du tarot ou à peut-être faire un coaching d'approche jungienne ou une thérapie ou X ou Y ou Z.
tu vois? C'est quand Ouais. même lui le manager aussi des ressources, du temps et tout. Donc je peux Mmh. pas faire sans lui. Hem, Il y a un mouvement, en fait, hein. Je pense que, bah, le cavalier de bâton, c'est ça, quoi. C'est un peu comme aussi, le mât ou le fou, c'est qu'il y a à un moment donné, il y a un mouvement, u un changement, je sais pas, une inertie, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Où mmh on sort d'un état aussi, statique, ou autre, et même si on ne sait pas vers quoi, ça va, on sait pas la pépite, mais voilà, il y a l'ego, il y a l'ombre, il y a le soi qui appelle, et le le tarot, c'est aussi ça, je pense. Ouais. Nous aider à explorer, et je dirais à avancer, et peut-être à construire quelque chose, même si c'est comme tu dis, cette question, je sais pas c'est quoi la pépite, c'est pas évident même pour, beaucoup de personnes. Donc, des fois on dit c'est pas, le l'arrivée ou la destination, le plus important, c'est le voyage, tu vois? Mais oui! C'est exactement ce que j'allais dire. Tu me l'as par télépathie là, tu me l'as retiré de la bouche et ce cavalier de bâton, bah, lui, il est en chemin en tout cas Ouais. et effectivement, c'est pas tant la destination, en fait, c'est cet archétype de la terre promise. La terre promise, elle recule plus on avance vers elle parce que le but du but de l'individuation qui est cette complétude de soi, on n'y arrivera jamais. Mmh. C'est la terre promise. On ne peut pas, on peut pas y arriver. Ce serait réunifier l'humain avec le divin, comme dans le paradis perdu, enfin comme avant la chute. Et ce projet-là, il est impossible. Ou alors c'est après la mort, ou dans un système de croyances, tu vois, encore différent. Mais sinon, a priori, c'est pas possible. Mais par contre, tendre vers ça, être en chemin, alors ça, oui, ça, c'est possible. Et ça a du sens. Oui. Et c'est là que la carte de l'étoile peut-être rentre en jeu, c'est qu'elle donne la direction de la pépite. Et donc, je suis mon étoile, elle me guide, elle m'attire dans la direction de la pépite. Mais effectivement, il n'y a jamais aucune garantie d'arriver à la pépite, ni même de savoir ce que c'était la pépite. Ouais. Mais quand je suis en chemin vers ma pépite et que j'ai le sentiment, j'ai la conviction d'être en chemin vers ma pépite, c'est-à-dire vers plus d'expression de moi-même, bah, j'ai tout Bingo. gagné. Tu dis bingo? Ouais, jackpot! Mais oui, mais oui. Et la mission de vie, c'est ça. Ouais. Et arrêtons de confondre la mission de vie avec le choix d'une profession. Oui, aussi, oui. Alors évidemment que la pépite, elle va s'exprimer, aussi par la profession, pourquoi pas? Et Dieu sait si on passe tellement de temps au travail, essayons d'y exprimer aussi un petit peu de notre pépite quand même et de notre génie. Mais c'est pas la même chose, c'est pas la même Ouais. chose. Mmh mh. C'est vrai, des fois, pour certaines personnes, la pépite, ce sera, je sais pas moi, d'être, on va dire une maman, qui est voilà, qui aime ses enfants, qui aime, qui trouve du bonheur à l'idée, de s'en occuper, ou de faire des gâteaux, ou j'en sais rien. Ou après ça peut être, pour quelqu'un d'autre qui adore, voyager, découvrir des cultures, enfin voilà, c'est pas à chaque fois, forcément, comme tu dis, quelque chose rattaché au travail, ou autre, hein, donc oui. Mmh. Et Voilà, ça, c'est c'est vraiment propre à chacun. Voilà, donc c'est mais oui, chacun aussi qui doit se découvrir, et ça, bah, ça passe, je pense, par, l'exploration de soi, en fait, la connaissance de soi, et aussi d'expérimenter,
qu'importe aussi ce que ça va nous amener. On a tous comme vécu comme toi tu es passé aussi avant d'être là aujourd'hui ensemble, voilà, par des épreuves qui sont difficiles, qui sont dures, par voilà, le harcèlement, la dépression, le burn-out, la maladie, enfin voilà, ou une grande rupture amoureuse ou la perte d'un être cher et ça fait partie, comme tu le disais, voilà, de ces, j'ai plus trop le terme, mais de ces choses archétypales Mmh. qu'on a tous, voilà, à un moment donné peut-être, et oui. Mmh. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça? Ou est-ce que, tu as quelque chose, peut-être que tu pourrais justement nous conseiller, un livre, un film ou, quelque chose qui toi t'a aussi, aidé ou marqué sur ton chemin ou que tu aimerais recommander qui peut être en lien bien entendu avec, l'épisode, le sujet en tout cas du podcast, hein, pour des personnes qui ont envie d'aller explorer un petit peu plus cette dimension, jungienne, mais ça peut être aussi, hein, quelque chose de plus, personnel et que tu apprécies, énormément. Mais je pense que peut-être la première chose à faire pour être vers ce chemin oui, d'individuation, de découverte de soi, c'est, se donner la permission, en fait, de le faire. Et alors, il y avait un un professeur que j'ai écouté en ligne beaucoup, qui s'appelle Ken James, qui est analyste jungien, et il a eu cette phrase une fois en disant: «Quand on est entre guillemets, hein, jungien, on dirait que c'est une secte». Pas du tout! C'est tout l'inverse, justement. Il dit: «Quand tu es jungien, si tu as pas l'impression de devenir un peu maboule 2 fois par jour, tu vois, c'est qu'il y a un truc qui voilà». Parce que c'est comme Alice au pays des merveilles, tu vois? Tu tombes dans le trou du lapin blanc et tu commences à suivre un peu tes intuitions. Tu commences à ressentir comme ça un peu l'appel, de la pépite. Tu commences à te sentir comme ça, cavalier de bâton en te disant: «Mais voilà, je vais pouvoir aller au bout du monde comme ça, en suivant, l'appel de ma pépite». Et donc, assez vite, tu te rends compte qu'il y a pas grand monde avec qui en parler, tu vois? Il y a pas grand monde qui a pris la pilule rouge, comme dans Matrix. Mmh. Les gens, ils sont plutôt encore, endormis, dans une formule qu'on pourrait appeler métro boulot dodo. Et donc on se sent seul. Moi, je sais que je me suis sentie seule, et une des raisons pour laquelle d'ailleurs j'ai voulu créer cette formation approche jungienne du tarot, c'était pour rassembler aussi des gens et qu'on puisse être, enfin que moi je puisse être, heu, tout comme les autres, à pouvoir parler de ces choses-là, tu vois? Oui. En partageant le vocabulaire et l'expérience. Parce que, on se sent un peu ermite à un moment donné, mais c'est aussi le lot, de l'expérience humaine parce que comme on est tous uniques, à un moment donné, personne peut vraiment comprendre ce par quoi on passe. On peut Oui. le comprendre de manière archétypale, mais on peut pas totalement le comprendre de manière personnelle. On sera jamais dans l'expérience réellement d'une autre personne. Et donc, voilà, donc cette permission de curiosité, cette permission de se dire un peu: «Oh là, ouh, oh, Mmh. c'est un peu fou cette histoire», et et de continuer son chemin, quoi. Voilà. Oui. Mmh. Avec les rêves, avec les synchronicités, avec des trucs qu'on va entendre à la radio, avec, des envies, des désirs, et en se demandant: «Bah, tiens, voilà, est-ce que c'est là ma pépite, quoi?» Tu vois, il y a quelqu'un qui m'écrivait il y a quelques jours en me disant: «Bah, moi, je crois que» parce que la pépite, ça peut être aussi, plusieurs fils, quoi, dans une vie, hein. Tout ça, ça forme une grande,
une grande tapisserie. Elle me disait, je crois que moi, un de mes fils, c'est améliorer l'existant. Mmh. Mais qu'est-ce que c'est beau ça! Voilà, et Ouais, améliorer l'existant, je pense que c'est quelque chose que cette personne ferait, oui, si, personne ne regarde. ouais. Mmh. Voilà. Mmh. Merci Aline. Pour finir, où est-ce que l'on peut, te retrouver et comment on peut, travailler avec toi du coup? Alors, vous pouvez me retrouver donc sur mon site internet vivre-intuitif.com où je propose des formations et des consultations. Voilà, donc c'est tout simple. On peut travailler ensemble en apprenant cette approche intuitive du tarot d'une part. La jambe d'appui, c'est toujours l'intuition, mais aussi ce côté structure du tarot. Tiens, pourquoi cet outil-là fonctionne mieux que les autres? On en a parlé un petit peu tout à l'heure, hein. Donc les connaissances académiques ou traditionnelles ou entre guillemets livresques qu'on peut acquérir pour approfondir sa pratique. Et puis, bien sûr, on peut faire une consultation d'approche jungienne ensemble. Voilà, si vous êtes à un moment archétypal de votre vie, alors souvent c'est un choix, hein. C'est l'archétype qui est contenu dans l'amoureux du tarot de Marseille, hein, le choix du cœur ou le choix de la raison. Où est-ce que ça veut tirer cette histoire? Où est l'ego? Où est le soi dans ce que je ressens? Voilà, ça c'est souvent les gens viennent à moi dans cette configuration entre guillemets archétypale, mais pas seulement, hein. Des fois c'est l'archétype du brouillard, le brouillard total, le flou. Je ne sais pas, je suis dans le brouillard, je n'ai aucune idée d'un petit panneau indicateur sur mon chemin. Voilà, donc écoute, on trouve un caillou en fait, voilà. Une consultation, un tirage, c'est comme de trouver un caillou de petit poussé sur le chemin. Oui, et on souligne aussi que tes formations sont ouvertes, aussi bien pour quelqu'un qui est, novice, hein, débutant dans le tarot, qui a envie de découvrir le tarot, que aussi quelqu'un qui a envie après, pourquoi pas d'en faire, sa profession, et c'est ça aussi qui est super avec, tes formations, en tout cas j'ai pu participer à des ateliers de pratique et à la formation justement sur l'approche jungienne, et j'avais trouvé ça, merveilleux, et j'avais déjà aussi, ton e-book, hein, «Sortez votre jeu, de la boîte», c'est ça? Sortez votre tarot de la boîte, absolument. Sortez votre tarot de la boîte, voilà, que j'avais aussi acheté, après lorsqu'il était, sorti, au format, papier. Donc il y a vraiment tout cet univers, du tarot qui est accessible, à tout le monde, et ça, je trouve ça vraiment, super. Donc je te remercie, infiniment déjà Aline pour, ce que tu transmets, tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais, voilà, par rapport au tarot, mais surtout, surtout pour, qui tu es. Tu es une très, très belle personne avec une magnifique personnalité, et je suis vraiment très honorée. Merci en tout cas de m'avoir, accordé, ton temps, ta parole et ta vision, de partager aussi, ton histoire, et ce qui t'anime. Et merci pour ton invitation, Jennifer. Oui, et on se dit du coup, à très bientôt, et prends soin de toi Aline. Mais Au toi revoir. aussi, et tous nos auditeurs aussi, prenez soin de vous. Oui, à bientôt. Bye. Cette interview avec Aline t'a plu? Fais-le nous savoir. Laisse-nous un commentaire, partage-nous ton expérience, like, abonne-toi et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao ciao!